Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État a reçu le ministre yéménite des Affaires étrangères. C'était ce matin au palais présidentiel. Et en nouvelle à travers le monde, réduction de l'arsenal nucléaire, Washington et Moscou en désaccord. Bonjour à tous. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le ministre yéménite des Affaires étrangères Khaled Mohamed Hussein, qui a remis au chef de l'État un message du président yéménite Abdurrabbo Mansour Hadi relatif aux relations bilatérales et à la situation qui prévaut au Yémen. Eh bien, de sources officielles, on indique qu'outre sa teneur amicale, le message du président yéménite a également valeur de sollicitation officielle du Yémen souhaitant une plus grande implication de Djibouti dans la recherche d'une solution politique durable à la crise que connaît ce pays voisin depuis plusieurs années. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a également pris part à cet entretien. Et à l'issue de ces entretiens avec le chef de l'État, le ministre yéménite des Affaires étrangères s'est exprimé au micro de la presse nationale. Il a indiqué « J'ai mis à profit mon audience avec le président Guelleh pour le remercier du soutien continu qu'il apporte au peuple yéménite en proie à la guerre civile qui entraîne donc l'exode de milliers de personnes dont certains ont trouvé refuge ici à Djibouti ». Le ministre djiboutien des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf a pour sa part indiqué que notre pays et le Yémen entretiennent des relations privilégiées. Outre des relations privilégiées de coopération, notre pays, je le cite, a toujours eu des liens multiformes, notamment géographiques, humains et culturels avec le Yémen. C'est en cela que nous... Le ministre des Affaires étrangères du Yémen est en visite de travail à Djibouti. Il est porteur d'un message de son Excellence M. Abdurrabbo Mansour Hadi, président de la République du Yémen. Et dans ce message, le président Abdurrabbo souhaite que Djibouti continue à jouer un rôle dans la recherche d'une solution politique à la crise du Yémen. Djibouti continue également à accueillir les réfugiés yéménites et à apporter son soutien à ces réfugiés, aussi bien dans le camp de Markazi, à Obok, qu'à Djibouti. Vous savez que le Yémen est un pays très proche de Djibouti, de par non seulement la proximité géographique, mais également par le lien historique, les liens privilégiés, humains, culturels qui unissent les deux pays. Il est important que Djibouti continue à jouer un rôle dans la recherche d'une solution pacifique. Djibouti propose même d'accueillir une partie des négociations qui peuvent se dérouler à Djibouti, en parallèle avec celles qui ont lieu à Genève, par exemple. Le président Guelleh a réassuré le ministre et l'a assuré de cette disponibilité et surtout que notre pays considère la paix au Yémen extrêmement vitale et importante pour la stabilité de la Corne de l'Afrique. Il est important que le Yémen retrouve, n'est-ce pas, cette situation de stabilité pour que Djibouti, qui a toujours été, je dirais, un pays partenaire du Yémen, puisse également bénéficier de cette stabilité humaine. Le président Guelleh l'a répété, au Yémen, nous avions un marché dont les Djiboutiens s'approvisionnaient. Nous exportions du bétail vers le Yémen. Il y avait beaucoup de choses qui se déroulaient en matière de partenariat commercial et économique, et tout ceci s'est arrêté. Je crois que c'est dans le meilleur intérêt des deux peuples et des deux pays que la stabilité puisse revenir au Yémen et que le commerce et puis la coopération puissent continuer comme elle l'était donc avant ce conflit dans ce pays frère. L'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui la deuxième session ordinaire du Parlement. Eh bien, cette session a réuni l'ensemble des députés et des membres du gouvernement qui avaient à leur tête le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Des hauts responsables y ont pris également part à cette session où les ministres ont été interpellés sur plusieurs thèmes. Auparavant, la Commission de la législation et de l'administration générale a émis un vote favorable pour l'examen du projet de loi numéro 29 de l'année 2020.
2018 portant modification de l'ordonnance du 9 septembre 2018 sur la nationalisation du port de Doralé et la création d'une nouvelle entité appelée la Société nationale de gestion du port de Doralé. Ce projet de loi sera examiné lors de la prochaine séance plénière. Eh bien, les membres du gouvernement ont par la suite interpellé donc les députés sur la nationalisation du port de Doralé. Des vifs échanges et des points de vue ont eu lieu. Ainsi, le député Ougour Kiflé a interrogé le ministre de la Défense chargé des relations avec les parlements, Ali Hassan Bahdoun, des raisons de cette nationalisation. Échange que je vous propose d'ailleurs de suivre. Par ordonnance, le gouvernement, le chef de l'État, a procédé à la nationalisation des actions qui étaient détenues par le DTC. Pourquoi modifier une partie de l'ordonnance par une loi? Et pourquoi cette modification n'a pas été apportée par une autre ordonnance? Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, je salue le député Ougour Kiflé pour la question pertinente qu'il a posée. Je pense qu'il y a une explication logique. Nous avons une ordonnance qui a été élaborée pendant l'intercession parlementaire. C'est-à-dire, il n'y avait pas de possibilité de faire une loi puisque le Parlement n'était pas en session. Et il y avait une question d'urgence et d'intérêt général comme le prévoit la Constitution. Donc le président de la République a décidé de faire ça par ordonnance, conformément donc à la Constitution, pour répondre à nos intérêts, pour défendre nos intérêts vis-à-vis de la société qui fait tout pour que ce pays soit bloqué et qu'il n'y ait pas de port, il n'y ait pas d'autres développements et qu'eux veulent faire des ports à l'extérieur dans la région comme vous le savez. Il y a une disposition qui manquait, c'était de préciser que l'indemnisation aurait lieu. Il va de soi qu'il y aura une indemnisation, mais il fallait le dire et le mettre noir sur blanc. Donc maintenant que l'Assemblée est là, le président ne peut pas modifier par ordonnance ces dispositions. C'est pour ça que cela a été mis en forme de loi, puisque c'est une mesure supra-réglementaire, donc supérieure au décret. Et ce communiqué, la République de Djibouti a vivement réagi aux pressions exercées à l'encontre de l'Arabie Saoudite suite à la mort du journaliste Jamal Khashoggi. La République de Djibouti a félicité le gardien des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz, pour la mise en place d'une commission d'enquête qui a permis d'aboutir de manière transparente et objective sur les faits du décès du journaliste saoudien au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Eh bien, cette commission permettra de mettre en lumière cette affaire. À cet égard, la République de Djibouti se félicite des résultats des enquêtes menées par le Royaume de l'Arabie Saoudite ainsi que des décisions qu'il a prises pour poursuivre légalement les responsables de cet incident. Le Royaume d'Arabie Saoudite restera un état de valeur, de principe et de justice. En outre, Djibouti présente ses sincères condoléances à la famille du journaliste Jamal Khashoggi et prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Dans l'actualité toujours, le ministre de l'Intérieur a reçu le directeur régional de l'OIM. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a reçu dans son cabinet le directeur régional de l'OIM. Il a été donc introduit auprès du ministre par la chef de la mission de l'OIM à Djibouti. Au cours de cette entrevue, plusieurs points ont été évoqués dans le domaine de la protection des migrants ainsi que le renforcement des coopérations avec l'OIM. Eh bien, cette rencontre fructueuse a également vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS. Et le ministre de l'Énergie a reçu le directeur de l'Alliance solaire internationale en marge de cette conférence sur le développement des énergies renouvelables. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Nissa Ligedi, a reçu ce matin dans son cabinet le directeur de l'ISA.
Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur la signature d'un mémorandum d'entente sur un partenariat entre Djibouti et l'ISA, connu sous la formation des jeunes ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables, un partenariat entre l'aéroport de Delhi et les grandes architectures du développement, notamment les ports, les aéroports et autres édifices du pays, pour qu'ils puissent passer à l'énergie verte. On prépare à cette rencontre le secrétaire général du ministère de l'énergie, M. Mohamed Kilewais, et le directeur de l'énergie, M. Gouled Mohamed Hassan. Et bien, suite à cette conférence sur les énergies renouvelables, la deuxième journée de cette conférence sur le développement des énergies renouvelables a été consacrée à la mise en place d'un groupe de discussion. Eh bien, les experts ont ainsi été échangé leur avis partagé sur l'ISA, un organisme qui promue le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron suite à l'accord de Paris sur le changement climatique. La République de Djibouti a initié cette conférence et entend développer les énergies renouvelables dites vertes, moins polluantes, ce qui contribuera également à accélérer le processus de développement à la fois pour notre pays et pour les autres pays de la région. Eh bien, c'est l'heure de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve tout de suite après. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous poursuivons ce journal avec cette clôture d'une formation à l'INAP. Eh bien, la session de formation a été organisée par le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, appelé SECRA, et l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, au profit des responsables des ressources humaines et des administrations publiques. Eh bien, cette session de formation a été dispensée par un expert de l'École nationale d'administration publique du Québec. Cette formation avait pour objectif de traiter les méthodes afin de décrire et d'analyser les évolutions prévalues, l'organisation et de l'impact de celles-ci qui auront sur les effectifs tant au nombre qu'en qualité. Et des certificats ont été dispensés aux participants et bénéficiaires de cette formation. De l'organisation en assurant que celui-ci disposera au moment opportun des ressources humaines en nombre suffisant et possédant les compétences nécessaires afin d'occuper les emplois, de remplir la mission et d'exercer l'ensemble des activités utiles à la vie de l'organisation. De ce fait, pour viser l'excellence, le développement de cet apprentissage dans nos organisations serait un atout majeur pour mieux gérer les ressources humaines dont nous disposons. En outre, l'incorporation de ce nouveau élément dans le système actuel de gestion des personnels de l'administration favoriserait l'efficacité et l'efficience. Avec le partenariat de l'ENA de Québec, je vous promets, le secrétariat exécutif chargé de la réforme poursuivra et exécutera des programmes de formation en matière de renforcement des capacités des agents de l'administration publique. Et je vous propose à présent de suivre le mot du secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. J'offre mes félicitations à tous les cadres de l'administration qui ont pris part activement à cette formation. J'adresse également toute ma gratitude à l'endroit de M. Charette, expert de l'ENAP Québec, nos partenaires engagés à nos côtés pour la réussite de la réforme, qui a bien voulu partager son expérience et sa connaissance avec nous. Une gestion dynamique des ressources humaines est un levier fondamental pour la construction d'une administration moderne, performante, capable d'assurer avec efficacité les services publics. C'est pourquoi la volonté de réforme s'est accompagnée de formations pour les cadres chargés de l'implémentation des bonnes pratiques, des valeurs essentielles à cultiver pour la mobilisation optimale de compétences du capital humain. L'administration est destinée à rendre des services aux citoyens. Dans cette optique, le DRH doit inciter le personnel à maintenir au travail des comportements qui tendent à assurer l'ordre et le bon fonctionnement interne des services en leur inculquant une culture
futur de rendement. Les missions dévolues au GERA sont multiples: maîtrise, mobilisation et disponibilité des effectifs pour répondre à la demande des usagers du service public. Il doit motiver le personnel, leur offrir l'assurance que son effort sera pris en compte, leur donner des perspectives d'évolution en termes de carrière et de mobilité. Et à Tadjoura, cette fois, l'East African Bank a inauguré hier une succursale à Tadjoura, une nouvelle agence sur la corniche. À Galato, cette nouvelle agence de l'East African Bank a pour but de desservir ses clients dans les rapprochements de leurs produits et services. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle agence de Tadjoura a vu la participation du directeur général de la banque, Ibrahim Rachid, accompagné de son staff et des parlementaires issus de la région, du préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional, du sultan, ainsi que d'autres partenaires officiels issus de tout horizon. Avant la cérémonie traditionnelle, la coupure de ruban, comme vous l'avez déjà vu, plusieurs officiels se sont succédés pour louer donc la vertu de l'East African Bank, surtout à Tadjoura. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Et je me tourne vers vous, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous, bonjour à vous. Et nous allons parler avec vous du Rwanda. Le Rwanda, donc, qui se projette de devenir un producteur de pétrole. Effectivement, Ferdous, Kigali envisage de devenir et s'associe à des sociétés pétrolières et gazières pour la prochaine étape d'exploration pétrolière dans le lac Kivu. D'après Francis Gattara, le directeur général de l'Office des mines, du pétrole et du gaz, le pays a procédé à la première série de forages peu profonds, destinés à des tests géochimiques dans le lac Kivu, rapporte l'agence Bloomberg. Toujours est-il que le directeur général de l'Office des mines, du pétrole et du gaz du Rwanda a déclaré que le pays devrait prendre une décision à ce sujet au plus tard en fin d'année. Le Rwanda extrait déjà une méthane du lac Kivu, voisin du lac Albert, où l'Ouganda voisin a trouvé plus de 6,5 milliards de pétrole. Le Rwanda, qui tire l'essentiel de ses ressources de produits agricoles comme le café, le tourisme, voudrait ainsi élargir des ressources et des revenus grâce à l'exploitation des hydrocarbures et des mines, Ferdous. Et ce matin, l'ancien président malgache, Marc Ravalomanana, a lancé donc sa campagne électorale samedi avant les élections de ce novembre. Et oui, Ferdous, âgé de 68 ans, et ce dernier a attiré des centaines de supporters sur la célèbre place du 13 mai au cœur de la capitale, Antananarivo. Il a lancé son rassemblement politique dans la capitale malgache avec le lancement de son livre intitulé « Pour l'amour de la patrie ». Donner notre terre à des étrangers. C'est fini, tout cela est fini, a-t-il dit. La terre doit être rendue au peuple malgache. L'ancien président et chef de la direction d'un groupe agroalimentaire a été contraint de démissionner à la suite d'un coup d'état militaire en 2009. Marc Ravalomanana a déclaré donner notre terre à des étrangers et terminer tout cela. Il a promis de faciliter l'accès à l'éducation et à la santé. Tout d'abord, nous allons construire les routes, nous allons établir la sécurité, nous allons nous occuperons de l'aspect santé et nous occuperons de l'éducation à nos enfants. Nous donnerons des robes et nous construirons des cantines scolaires, a-t-il déclaré. Les craintes de fraude et manœuvres électorales abondant plusieurs candidats ayant mis en doute la transparence crédible de la commission électorale. Eh bien, Ferdous, les campagnes commencent dans un climat politique tendu à la suite de la longue crise qui a secoué plutôt Madagascar, avril à juin. Et ce matin, pour terminer, nous allons parler des explications entre Moscou et Washington concernant notamment le nucléaire. Effectivement, Ferdous, c'est le dossier chaud. Il fait pression sur la Russie pour qu'elle rentre dans le rang ou volonté réelle de sortir du traité nucléaire qui a mis fin à la course aux armements de la guerre froide. Donald Trump a indiqué que tout ça qu'il a une bonne raison de dénoncer. La Russie, a-t-il dit, a violé l'accord. Il viole depuis des années. Je ne sais pas pourquoi le président Obama n'a pas négocié ou on ne s'est pas retiré. Nous n'allons pas les laisser violer un accord nucléaire à poursuivre leur course à l'armement. Nous ne sommes pas autorisés à le faire. Signé en 1987, rappelons-le, Ferdous, par Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan. Le traité INF interdit les missiles nucléaires et conventionnels dont la portée est située à 500 ou à 5000 km.
Berlin a aussitôt critiqué l'annonce des Américains et exhorte les États-Unis à réfléchir aux conséquences de cette décision sur l'Europe et le reste du monde. La Russie rejette les accusations de Washington et dénonce un pas très dangereux. Des mesures de rétorsion pourraient même, Ferdous, être prises à John Bolton, le conseiller de la sécurité nationale, et à Moscou pour expliquer la décision américaine. Ferdous. Merci Samatar pour toutes ces explications. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.